Bonsoir. Donc moi aussi, je suis ravi d'être ici. Donc moi, je suis Yannick Alanor. Je suis PHU en rhumatologie. Je travaille dans le service de rhumatologie à l'hôpital Cochin. Et j'anime un groupe de recherche à l'INSERM qui travaille sur la génétique et la physiopathologie de la sclérodermie systémique. Mais en fait, ce soir, c'est d'autres maladies vasculaires que l'on doit parler, puisque je dois vous présenter des données sur la physiopathologie des vascularites. Donc le plan sera le suivant. Je voudrais tout d'abord revenir sur un certain nombre de définitions sur les différentes entités des vascularites, puis discuter essentiellement la physiopathologie des vascularites primitives des petits vaisseaux, en discutant des principales données sur l'implication de l'immunité humorale, l'immunité cellulaire et les autres facteurs qui peuvent participer à la physiopathologie de ces maladies. Donc, tout d'abord, un point de définition. Qu'est-ce qu'une vascularite ou angéite? C'est une entité, un processus clinico-pathologique qui est caractérisé par une inflammation de la paroi des vaisseaux. Et cette inflammation va conduire à une altération de la lumière des vaisseaux, conduire donc progressivement à une possible oblitération de ces vaisseaux et donner des complications circulatoires d'aval, essentiellement ischémiques, quand il s'agit d'une atteinte artérielle. Donc la définition des vascularites est essentiellement une définition histologique, la lésion élémentaire comprenant donc des éléments inflammatoires touchant la paroi vasculaire, mais que cette situation touche un vaisseau artériel, veineux ou capillaire. Dans l'histologie, il y a trois autres notions qui sont importantes et qui vont participer à la classification de ces maladies. Donc certaines vascularites pourront être des vascularites nécrosantes, en cas de présence de nécrose fibrinoïde prédominant dans la média avec un infiltrat inflammatoire et souvent des phénomènes de thrombose. La vascularite pourrait être granulomateuse si l'infiltrat inflammatoire contient des cellules géantes. Et enfin, la vascularite est dite leucocytoclasique en cas d'infiltrat inflammatoire en général riche et dans lequel prédominent des polynucléaires neutrophiles, souvent altérés avec des éléments pycnotiques. Donc voici ici un exemple de lésion vasculaire inflammatoire de la paroi des vaisseaux avec des éléments mononucléés, des éléments aussi polynucléés et surtout sur cette diapo des phénomènes de thrombose relativement importants. Sur cette autre image, on voit ici la présence de nécrose fibrinoïde qui donne cet aspect particulier qui va aussi participer à la classification des vascularites. Donc sur le plan clinique, voilà une lésion tout à fait évocatrice de vascularite avec un purpura déclive bulleux et une autre image qui montre des lésions, des troubles trophiques cutanés avec un ulcère ici du pouce dans le cadre d'une vascularite. Donc, il ne faut pas oublier que les vascularites ne sont pas toutes des vascularites primitives et qu'un certain nombre sont en fait des vascularites secondaires qui devront toujours être évoquées en cas de suspicion de vascularite. Souvent dans les vascularites primitives, l'atteinte est de façon prédominante une atteinte cutanée et les mécanismes possibles sont bien sûr des infections, que ce soit des infections bactériennes ou des infections virales, des phénomènes paranéoplasiques, de nombreux médicaments générateurs de toxidermie responsables de vascularite et des connectivites. En rhumatologie, c'est bien entendu les vascularites associées à la polyarthrite rhumatoïde et les vascularites du lupus notamment. Dans le cas de vascularite secondaire, le traitement de la cause sera l'élément le plus important. Donc les vascularites primitives sont, elles, surtout classées en fonction du vaisseau qui va être touché dans le processus pathologique. Et on va distinguer les vascularites qui touchent les gros troncs. Donc en rhumatologie, ce sera notamment la vascularite de Horton. Les vascularites qui vont toucher les artères de moyen calibre, notamment la polyartérite noueuse, puis un grand groupe de vascularites touchant les petits vaisseaux, et qui peuvent toucher ici soit des artérioles, soit des capillaires, soit des vénules. Et dans ce groupe des vascularites des petits vaisseaux, on trouve le purpura rhumatoïde et les vascularites cryoglobulinémiques, et également les vascularites à ANCA, que nous allons maintenant discuter plus longuement.
Donc, quels sont les éléments de la physiopathologie des vascularites primitives des petits vaisseaux? Donc, on va voir tout d'abord l'implication possible de complexes immuns pour certains types de vascularites, l'implication des auto-anticorps et notamment le rôle des ANCA, puis quelques éléments d'immunité cellulaire, du fond génétique pouvant favoriser cette maladie, des facteurs environnementaux décrits et des éléments pour lesquels il existe moins de données mais qui sont probablement très importants, que sont les phénomènes rhéologiques. Donc tout d'abord, il existe des vascularites liées au dépôt de complexes immuns. C'est très bien établi dans la polyartérite noueuse associée à l'infection virale B. C'est peut-être le mécanisme de nombreuses formes de polyartérite noueuse, mais c'est également en cause dans le purpura rhumatoïde et les cryoglobulinémies. Le mécanisme est relativement simple. Un stimulus déclenche une réaction immunitaire avec la production d'anticorps de type IgG qui vont se lier à cet antigène spécifique, s'agréger pour former des complexes immuns. Il va y avoir une médiation, une diffusion par un processus vasculaire de la maladie, puis ces complexes antigènes-anticorps vont se déposer dans le tissu, notamment dans la monocouche qui tapisse les vaisseaux que sont les cellules endothéliales. Ces complexes immuns vont recruter le complément et interagissant avec le complément, vont activer et recruter des polynucléaires neutrophiles, dont vous savez que ce sont des cellules qui possèdent une très grande machinerie cellulaire capable de relarguer de nombreuses enzymes et de produire de nombreuses cytokines pro-inflammatoires qui vont alors être délétères, léser ce tissu et léser les tissus environnants, ce qui va générer les atteintes articulaires, pulmonaires, rénales ou dermatologiques de ces maladies. Donc après les vascularites à complexe immun, il y a un groupe important que sont les vascularites à ANCA que je voudrais discuter plus longuement maintenant. Donc les ANCA, ce sont le plus souvent des IgG qui reconnaissent des granules des polynucléaires neutrophiles ou des lysosomes des monocytes. Donc en clinique, il y a essentiellement deux ANCA qui ont une pertinence importante. Ce sont les ANCA qui reconnaissent la protéinase 3, qui est une protéase du polynucléaire neutrophile, et l'amyloperoxydase, qui est notamment contenue dans les polynucléaires neutrophiles. Donc sur le plan clinique, ces vascularites à ANCA touchant les petits vaisseaux s'expriment sous la forme de la granulomatose de Wegener, de la polyangéite microscopique, du syndrome de Churg-Strauss et des formes localisées de ces vascularites qui est une entité plus récente. Alors comment on va détecter les ANCA? Donc très rapidement, la technique de référence reste l'immunofluorescence indirecte. Comment elle est réalisée? Sur une matrice, on dépose des polynucléaires neutrophiles, le sérum du malade attesté qui contient potentiellement les ANCA. Il y a un lavage du résidu, puis on applique cette fois un deuxième anticorps qui est dirigé contre les immunoglobulines humaines, qui est conjugué à un fluorochrome qui va donner au microscope des phénomènes de fluorescence. En fluorescence, les ANCA vont avoir deux aspects principaux. Une fluorescence ici cytoplasmique, ce sera ce que l'on va appeler les C-ANCA qui reconnaissent dans la très grande majorité des cas la protéinase 3. Puis un deuxième grand type de fluorescence, c'est la fluorescence périnucléaire, avec ou sans extension nucléaire. Ce sont les P-ANCA qui reconnaissent ici l'amyloperoxydase. Donc il y a d'autres particularités possibles d'immunofluorescence, avec des fluorescences cytoplasmiques atypiques souvent associées à des phénomènes infectieux, et d'autres fluorescences dont on ne sait pas quelle est la signification. Donc il existe des ANCA dont on ne sait pas aujourd'hui s'ils ont une pertinence clinique ou une conséquence biologique. Deuxième méthode de détection qui tente à se généraliser, c'est la méthode ELISA. C'est une méthode immunoenzymatique dans une plaque qui permet d'avoir une réaction biochimique en présence de ces anticorps. Donc combinées, les techniques d'immunofluorescence et d'ELISA ont une excellente spécificité pour la détection des ANCA et des très bonnes sensibilités, notamment pour la maladie de Wegener et la polyangéite microscopique. Alors quel est le rôle pathogène des ANCA? Ceci a été longuement discuté depuis de nombreuses années et je vais essayer de vous résumer les travaux qui sont disponibles pour l'instant. Donc tout d'abord, si on utilise
du sérum dont on sait qu'il contient des ANCA et qu'on le compare à du sérum normal, ou qu'on sélectionne des ANCA IgG qu'on va comparer à des IgG normales, si on dépose ces auto-anticorps sur des polynucléaires neutrophiles et qu'on mesure la production d'espèces réactives de l'oxygène par chemiluminescence, il existe une augmentation de la synthèse par les polynucléaires neutrophiles d'espèces réactives de l'oxygène. Donc un stress oxydant induit par les ANCA en comparaison des sérums normaux. De plus, si on étudie cette fois de façon plus spécifique l'anion superoxyde, c'est-à-dire H2O2 par technique spectrophotométrique, on voit dans cette expérience que si on dépose du PMA sur des polynucléaires neutrophiles, on induit une production d'H2O2, c'est tout à fait attendu. Et si on dépose des P-ANCA ou des C-ANCA, on voit également que immédiatement il existe une production ou un relargage d'H2O2 en présence de ces immunoglobulines, ce qui n'est pas le cas en présence d'immunoglobulines contrôle. Donc les ANCA sont capables d'induire une production de radicaux libres par des polynucléaires neutrophiles normaux. Donc la deuxième expérience importante qui suggère un rôle pathogène des ANCA a utilisé des modèles murins avec un modèle de souris invalidée pour la myéloperoxydase, puis l'administration sur ce modèle murin de la myéloperoxydase. Étaient utilisées ici des injections contrôle dans le même modèle murin invalidé par la myéloperoxydase. Et si l'on prélève les splénocytes de cette souris et qu'on les administre à des souris immunodéficientes pour les lymphocytes T et les lymphocytes B, que sont les souris RAC2-, eh bien on observe, à partir de la souris qui a reçu de la MPO, on observe une production d'anticorps anti-MPO et une maladie vasculaire extrêmement inflammatoire, très destructrice, avec une vascularite nécrosante, une atteinte rénale et des phénomènes de vascularite systémique. On n'obtenait pas de production, de conséquences cliniques dans les souris contrôle. Donc, deuxième expérience, c'était non plus l'administration de myéloperoxydase sur une souris invalidée, mais c'est la comparaison d'injections directes chez la souris d'anticorps anti-myéloperoxydase sur une souris immunodéficiente ou une souris normale. Et on constate que l'injection directe d'anticorps anti-myéloperoxydase, donc qui réagit avec son antigène spécifique, conduit à des tableaux cliniques relativement différents, puisque ici, on a une vascularite qui va toucher essentiellement le rein, ici également une atteinte rénale nécrosante sans dépôt humain et quelques phénomènes pulmonaires ou cutanés. Dans les modèles contrôle, il n'existait pas de réaction clinique significative. Et donc, on peut conclure de ces expériences que les ANCA sont capables de produire des phénomènes de nécrose post-immune ou de glomérulonéphrite, mais que l'on observe des différences suivant que l'on injecte directement des ANCA ou des splénocytes immunisés contre la myéloperoxydase, ce qui suggère que les ANCA seuls ne suffisent pas à donner le tableau clinique complet et que probablement il faut l'implication d'autres facteurs, des cellules T, peut-être des complexes immuns circulants pour accroître et donner le phénotype complet de la vascularite à ANCA. Les autres éléments qui suggèrent un rôle pathogénique direct des ANCA, c'est la relative bonne corrélation entre le titre des ANCA et l'activité de la maladie, qui n'est toutefois pas parfaite. Et c'est également un cas clinique récent de transfert materno-fœtal d'une vascularite à ANCA avec un nouveau-né présentant une vascularite et la présence chez lui des ANCA également retrouvés chez la mère. Comment agissent ces ANCA? Donc, l'hypothèse actuelle, c'est que ces ANCA se lieraient au site catalytique des protéases qui, en cas d'activation, seraient exprimés à la surface des polynucléaires neutrophiles. Donc, les ANCA reconnaîtraient à la surface des cellules le site catalytique des protéases, induiraient une activation des polynucléaires neutrophiles, ce qui va donc augmenter leur adhésion, leur recrutement vers l'endothélium, et là encore, à nouveau, les polynucléaires neutrophiles qui ont une grosse machinerie enzymatique vont produire des enzymes protéolytiques, des cytokines et un stress oxydant.
À côté de l'immunité humorale impliquée dans les vascularites à ANCA, il y a un certain nombre d'éléments qui confortent l'implication probable de lymphocytes T et de lymphocytes B dans cette maladie. Donc, concernant tout d'abord les lymphocytes T, avec l'initiation de la réponse immune, une cellule présentatrice, l'antigène suspecté et la cellule T, eh bien, ce mécanisme est tout d'abord nécessaire à la production d'ANCA. Deuxième élément, il a été montré dans des lésions rénales qu'il y avait une corrélation entre la présence de lymphocytes T et la sévérité de la maladie. Enfin, il a été montré également que des cellules T de malades avec vascularite à ANCA étaient capables de reconnaître ou d'interagir avec la protéinase 3 ou la myéloperoxydase. Enfin, en cas de vascularite active, en cas de processus clinique actif de la maladie, il existe dans la circulation des marqueurs d'activation T qui sont présents. Donc, à côté des lymphocytes T, il y a bien sûr un rôle probable des lymphocytes B, important pour la production des ANCA, mais on a une démonstration également indirecte de leur implication très probable, c'est les succès de leur utilisation dans différents contextes cliniques du rituximab dans des formes réfractaires de vascularite associées aux ANCA. Une autre cellule qui pourrait être impliquée dans les vascularites des petits vaisseaux, ce sont les T-régulateurs. Donc les T-régulateurs, une cellule lymphocytaire de description relativement récente, et il a été montré chez des malades ayant une maladie de Wegener en rémission clinique qu'il semblait exister une plus grande fréquence de lymphocytes T régulateurs chez les malades avec maladie de Wegener, quelle que soit la définition qui soit choisie. Mais il y a peut-être plus de lymphocytes T régulateurs, mais lorsqu'il a été testé in vitro leur capacité anti-réaction immune, leur capacité à supprimer la réaction immunitaire, il semblait que les lymphocytes T régulateurs issus des malades ayant une maladie de Wegener semblaient moins efficients pour inhiber la réaction immune. Donc il existe peut-être dans le Wegener une augmentation des T régulateurs, mais qui sont peut-être défectueux dans cette maladie. Une autre spécificité d'une de ces vascularites, c'est la dualité de la maladie de Wegener, puisqu'il est bien décrit dans cette maladie que l'on a deux temps clinico-biologiques, une phase qui est la phase de granulome, donc l'implication d'une réaction inflammatoire avec des cellules géantes, qui en général est peu expressive sur le plan clinique, qui histologiquement va retrouver l'inflammation avec les cellules géantes et qui sur le plan immunologique va être caractérisée par la production de cytokines de type Th1, c'est-à-dire interféron gamma et interleukine 2. Dans la même maladie, lorsqu'on est à un stade différent, à une phase active de vascularite, la clinique sera en général bruyante. Cliniquement, on va retrouver les lésions inflammatoires de la paroi des vaisseaux, mais sur le plan immunologique, il sera plutôt mis en évidence des cytokines de type Th2, notamment l'interleukine 4. Donc il existe également des éléments génétiques qui pourraient participer aux vascularites des petits vaisseaux. Très logiquement, la protéinase 3, le gène de la protéinase 3 a été étudié. Il est représenté ici avec différents marqueurs polymorphes qui ont été testés. Et il a été mis en évidence dans ce travail une différence de la fréquence d'un haplotype du gène de la PR3 chez les malades comparé à des sujets sains. Toutefois, ce travail n'a pas pu être reproduit dans d'autres expériences. Donc, d'autres gènes pourraient participer aux vascularites des petits vaisseaux, notamment à ANCA. Il a été montré une association entre un allèle de PTPN22 et la maladie de Wegener, certains allèles de CTLA4 et la maladie de Wegener, l'interleukine 10, un polymorphisme a été trouvé associé à la maladie de Wegener, et également le CD18, une molécule d'adhésion, avait une fréquence différente chez les malades avec ANCA comparé à des sujets sains. Un autre élément de la physiopathologie, comme dans beaucoup de maladies complexes, c'est l'intervention de phénomènes environnementaux, puisqu'il est connu depuis longtemps que la silice peut induire des phénomènes vasculaires et a été décrite comme un facteur d'exposition chez les malades ayant une vascularite. On a vu
Précédemment, le rôle possible d'agents infectieux, déclenchant ou étant uniquement responsables de cette maladie. On décrit également un gradient nord-sud. Différentes situations vaccinales ont été décrites comme pouvant être associées aux vascularites et il existe de nombreux médicaments capables d'induire des toxidermies s'exprimant cliniquement par des vascularites. Enfin, il y a assez peu de données dans la littérature, mais il y a une situation clinique qui semble intéressante et probablement à creuser, c'est l'implication possible de phénomènes rhéologiques. Ceci a été et notamment décrit dans la polyartérite noueuse, avec une prédominance des microanévrismes dans cette maladie, dans des zones de bifurcation artérielle, comme s'il y avait une implication des contraintes mécaniques, des phénomènes de turbulence qui pourraient favoriser l'émergence de microanévrismes au cours de cette vascularité. Donc pour conclure, en 2 plaques, je voudrais résumer les différents mécanismes physiopathologiques qui semblent participer largement aux mécanismes des différentes vascularites. Il y a tout d'abord l'implication de complexes humains dans différents types de vascularites. Il y a le rôle probable d'anticorps directement dirigés contre des cellules endothéliales ou d'autres éléments tissulaires. Il y a des phénomènes de cytotoxicité anticorps dépendante. Il y a une participation d'activation de lymphocytes T cytotoxiques, la possibilité de formation de granulomes et des phénomènes inflammatoires qui impliquent des cytokines pro-inflammatoires, notamment l'IL1 et le TNF, et l'importance des molécules d'adhésion pour le recrutement des cellules dans les tissus touchés. Mais il existe également des mécanismes non immunopathogéniques avec une infiltration des vaisseaux par des éléments environnants et des agents microbiens qui sont possibles. Dans les phénomènes paranéoplasiques, il a pu être décrit l'infiltration directe de la paroi des vaisseaux des cellules néoplasiques. Et enfin, d'autres mécanismes participent également à la genèse de ces maladies, notamment les phénomènes rhéologiques mériteraient d'être évalués plus avant.